secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Bonjour Wilfried Fonck. Bonjour Pascal. C'est vrai que c'est une semaine particulière. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu les événements samedi et dimanche. Et puis il y a eu les premières condamnations. Il y a eu la prise de parole de Gérald Darmanin qui trouvait que les peines n'étaient pas assez fermes. Et à ce moment-là, il y a eu la prise de parole de deux procureurs qui sont montés au créneau, et ce n'est évidemment pas un hasard. Rémi Heitz sur France Inter et Laure Becquot ce matin sur BFM, qui au fond contredisait la parole du ministre de Garde des Sceaux. Le message, c'était laisser la justice travailler, laisser les juges prendre les décisions qu'ils prennent. Et Monsieur Heitz disait notamment que les sanctions étaient à la hauteur de la gravité des faits. Alors, je ne sais pas comment vous avez vécu cette semaine, Monsieur Fonck. Avant peut-être d'écouter quelques réactions, je vous pose cette question. Comment vous sortez de cette semaine particulière où la justice a été au cœur de l'actualité ? Nous, cette semaine, elle a surtout été marquée par l'annonce déjà de la prochaine extraction judiciaire de Mohamed Amra, qui, rappelons-le, est un des acteurs de l'évasion sanglante d'Incarville en mai 2024, qui a coûté la vie à 2 des nôtres et qui en a blessé gravement 3 autres. Donc déjà là, nous, on était dans un registre effectivement sur l'émotionnel, parce que quelque part on n'a pas oublié nos morts et on considère que cette extraction, si elle peut s'entendre pour les besoins de l'instruction, il n'en demeure pas moins qu'elle choque profondément les personnels, parce que eux sont toujours à vif par rapport à ce qui s'est passé il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. Ensuite, on a eu cette affaire d'Arles avec la découverte de 6 téléphones portables au quartier d'isolement sur un détenu du haut du spectre. Donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour une semaine. Donc derrière, j'ai envie de vous dire, les déclarations du procureur, du ministre, ou même encore les condamnations qui ont pu être prononcées, pour nous, ça fait partie du quotidien. Il est 11h46, vous êtes sur Europe 1 et si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes donc avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. C'est intéressant de parler de ce qui se passe dans la prison d'Arles. Pourquoi ? Parce que CNews diffusait ce matin un reportage où un des personnels témoignait de manière anonyme en disant « de la corruption, il y en a ». Donc j'étais un peu surpris. Alors c'était un témoignage anonyme, on ne peut pas étayer, vérifier, prouver ce qu'il disait, mais c'était un personnel pénitentiaire qui dit la corruption, il y en a. C'est-à-dire qu'il admettait l'idée que du personnel soit corrompu. Mais corrompu parfois tout simplement par peur. C'est pas tant pour toucher beaucoup d'argent, c'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui est un dangereux personnage et qui vous dit attention, je sais où vous habitez, je sais où votre famille habite et je peux intervenir si vous ne m'aidez pas, si vous ne donnez pas un portable, que sais-je. C'est vrai que la corruption existe, on ne va pas non plus nier les faits. Pour autant, ça reste un phénomène marginal. Il suffit de juste regarder les chiffres. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est 0,1% des personnels pénitentiaires qui sont concernés par un dossier en cours. Oui, mais parce que par définition, c'est comme la fraude. Essayez quelque part d'être sur ce registre. C'est difficile à prouver. Et ça tombe bien, Pascal, que vous parliez de ce registre de la corruption, parce que aujourd'hui, on est en train de pousser le délire jusqu'à parler de corruption des personnels pénitentiaires dans des épreuves de recrutement du concours de surveillants. Moi, là-dessus, je suis absolument scandalisé parce qu'on est en train de jeter l'opprobre, de jeter la suspicion sur des personnels, des hommes, des femmes qui aujourd'hui tiennent à bout de bras un système pénitentiaire qui s'effondre. Alors aujourd'hui, oui, de la corruption, il y en a, mais faire des personnels pénitentiaires entre des fascistes, des racistes, des brutaux, maintenant des corrompus jusqu'à l'os, ça suffit. Alors, je rappelle effectivement que l'affaire dont nous parlons, et peut-être tout le monde ne la connaît pas, c'est le syndicat UFA-UNSA qui lance un cri d'alerte dans la cellule d'un prisonnier très dangereux, une des têtes de la DZ Mafia, incarcérée à Arles. 6 téléphones portables ont été saisis en 7 mois et cet homme est pourtant à l'isolement. Gabriel O est suspecté d'être l'un des chefs de file de cette organisation. Il a donc été trouvé en possession de son 6e portable en détention, des téléphones dernier cri, il est pourtant sous surveillance, il est arrivé au centre pénitentiaire en fin d'année, il a 29 ans. Mais alors qui lui transmet ? Qui lui donne ? Ça, aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse, j'ai envie de vous dire, Pascal. Ça vient forcément du personnel pénitentiaire, puisqu'il est à l'isolement. Ça peut venir de toutes les... Est-ce qu'il est fouillé J'ai envie de vous dire, ça peut venir de toutes les personnes avec lesquelles il peut entrer, lui, en contact. Et avec qui il est en contact ? Maintenant, j'ai pas les tenants et les aboutissants de tout ça. Alors, sur l'isolement d'Arles, notamment, c'est une équipe dédiée. Donc, ce qui signifierait que cet individu est en capacité, non pas de corrompre un agent,
mais une équipe qui peut monter jusqu'à 9 voire 10 agents, enfin, ça me paraît totalement ubuesque. Il aurait émis un contrat de 120 000 € sur la tête d'un chef adjoint de la détention des Baumettes fin 2024. Il a passé 12 ans de sa vie en prison. Il y est depuis l'âge de 17 ans. Il a 5 mandats de dépôt criminel en cours, mais là, ce qui est quand même pas rien. Ah, c'est pas rien, mais aujourd'hui, la vraie question... Enfin, il y a 2 questions par rapport à ce sujet-là. 1, que faisait-il à Arles, dont on sait très bien que ce n'est pas un établissement qui est suffisamment sécurisé et sécuritaire pour accueillir ce type de profil? Et ça, moi, je ne le savais pas, par exemple. La seconde question... Ça, vous le savez parce que vous êtes un professionnel, oui. Mais nous, on ne le sait pas. On ne sait pas qu'à Arles, la prison n'est pas suffisamment sécurisée. Et la deuxième question, c'est pourquoi 7 mois? C'est-à-dire que dès le premier téléphone qui avait été saisi, l'UFAP a attiré l'attention de la direction interrégionale des services pénitentiaires de PACA-Corse, jusqu'à ce qu'on en découvre un 6e, c'est-à-dire qu'il s'est écoulé 7 mois. Pendant 7 mois, la seule réponse qu'on nous a envoyée, c'est du silence. Moi, je considère ce silence comme du mépris. Bon, j'entends évidemment ce que vous dites. Il est 11h50. Wilfried Fonck, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Vous êtes sur Europe 1. Je vous propose d'écouter quelques témoignages qui donnent le ton un peu de ce que pensent certains, en tout cas, de la justice en France. Dominique Simoneau, elle est contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Elle était hier sur Public Sénat et je rappelle que c'est Emmanuel Macron qui l'a nommée. Elle souhaite vider les prisons. Si la société veut se venger, c'est réussi. Vous savez, moi je visite, là je sors d'une prison où il y avait justement une jeune femme qui hurlait H24, maman, sors-moi de là, maman. Mais ces co-détenues devenaient folles. Il y en a une autre qui embrasse les poteaux de la prison en relevant ses jupes. Il y a des gens qui n'ont pas leur place là. Ça veut dire que pour certains, aujourd'hui, la prison, elle est plus néfaste qu'elle n'est bénéfique? Ah, je pense qu'elle est pour tout le monde, en ce moment, plus néfaste que bénéfique. Et je trouve qu'on devrait vider les prisons au lieu de parler de construire des prisons. Vous savez, je trouve qu'on devrait faire comme au temps du Covid, vider les prisons. Tous les jours, il y a des détenus qui sortent, on est d'accord. Eh bien, ils pourraient sortir encadrés par les services pénitentiaires ou sous bracelet électronique en leur enlevant 1 mois et demi de leur fin de peine. Je ne parle pas des normes criminelles, je parle de ceux qui remplissent les prisons, qui sont l'immense majorité, qui sont des petits délinquants. Bon, quand j'entends ça, Wilfried Fonck, évidemment, quand j'entends cette dame expliquer que la prison n'est pas bénéfique, elle est surtout bénéfique pour ceux qui ne sont pas agressés pendant que ces agresseurs sont précisément en prison. Je trouve ça invraisemblable. Ce qu'on vient d'entendre est invraisemblable. Alors évidemment, ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils méritent sans doute d'y être. Ah, c'est sûr qu'ils sont pas là pour avoir filé 10 balles à un pauvre dans la rue, ça c'est une certitude. Par contre, il faut reprendre, je pense, les propos de Dominique Simoneau, et je voudrais rappeler d'ailleurs que Dominique Simoneau connaît très bien le milieu carcéral et connaît très bien le public qui s'y trouve. Donc c'est vraiment un avantage quand on a un CGLPL comme ça, parce que c'est la première fois que ça arrive. CGPL, contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Exactement. Alors ça, c'est un poste qui est nommé par Emmanuel Macron. Oui, qui est à la main du président de la République. Bon voilà. Mais au-delà de la personnalité et au-delà de qui l'a nommé. Qui a de l'influence d'ailleurs. De l'influence, elle envoie surtout des recommandations au ministre de la Justice. Charge à lui derrière de les suivre ou de pas les suivre. Là, moi, ce que je constate... ça, c'est des postes qui servent pas à grand-chose, disons-le d'ailleurs, parce qu'il y a un ministre de la Justice qui devrait être là. En fait, ça fait partie de ces postes, on se demande pourquoi ils existent. Ils existaient sans doute pas il y a 50 ans. Je suis pas là pour juger du bien fondé ou non. Enfin, c'est une autorité de contrôle administratif. Exactement, mais ces autorités de contrôle administratif, je trouve qu'elles ont peu de légitimité, pour tout vous dire. Ces gens qui sont pas élus, qui sont nommés par le pouvoir. Il y a un ministre de la Justice qui doit faire fonctionner son administration. Je le vois plus comme ça, mais je vous ai coupé. Ensuite, dans les propos de Dominique Simoneau, la prison n'est pas bénéfique. Moi, je l'aurais pas dit comme ça. Moi, j'aurais dit aujourd'hui, le temps de l'incarcération n'est pas un temps utile. Voilà, il est là le vrai problème. C'est-à-dire qu'on se retrouve... Mais il est utile pour ceux, pardonnez-moi, qui ne sont pas agressés. Qui, avec 83 000 détenus, 62 500 places, 4 000 vacances de postes dans l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'il nous manque 4 000 agents pour pouvoir fonctionner. Donc, les missions de réinsertion, les missions de garde et de sécurité, aujourd'hui, pour les assumer au niveau des personnels pénitentiaires, c'est complètement extravagant. Impossible. On est dans une situation qui aujourd'hui est intenable. Donc oui, la prison n'est pas un temps aujourd'hui utile parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir travailler sur les détenus et surtout on n'a pas non plus la capacité législative. Il faut quand même se souvenir que la prison, c'est une peine privative de liberté. Il n'y a pas derrière d'obligation particulière pour un détenu d'avoir une activité,
d'exercer un travail au sein de la prison, de suivre une formation au sein de la prison. C'est-à-dire que s'il décide de rester oisif pendant tout le temps de sa détention, on n'y peut rien. Mais je vous répète, c'est utile pour ceux qui ne seront pas agressés pendant ce temps-là. Alors écoutez Laure Becquot, parce qu'elle est donc procureure de la République de Paris, et on a passé également hier Rémi Hetz, qui est un autre procureur, et tous les deux ont pris la parole derrière les paroles de Gérald Darmanin, au fond pour s'opposer au ministre de la Justice, et pour dire laissez-nous travailler, et d'ailleurs les procureurs défendent des juges, ce qui est assez étonnant, mais on sent une sorte de corporatisme peut-être qui est mise en place de la justice qui ne souhaite pas avoir des injonctions du politique. En tout cas, je l'ai interprété comme cela. Laure Becquot, ce matin sur BFM. Eh bien, il y a différents types de peines. Et quand je dis qu'il ne faut pas penser l'emprisonnement comme la peine de référence, ce que je veux dire par là, c'est prenons un exemple tout à fait concret. Un pompier est outragé lorsqu'il est en intervention. Moi, je trouve ça scandaleux. Ça fait partie de mes priorités de politique pénale que de protéger les services publics, les policiers, les pompiers, les enseignants. Je vais donc le poursuivre. C'est ma principe de... Est-ce que je dois envoyer celui qui a outragé le pompier tout de suite en prison s'il a un travail, si c'est la première fois? Ne dois-je pas plutôt choisir ce qu'on appelle une peine de travail d'intérêt général ou un stage de citoyenneté? Ce travail d'intérêt général, il le fera dans un centre hospitalier et il verra quelles sont les difficultés des services hospitaliers. Quelles sont les difficultés des pompiers? Bon, j'ai été très étonné, moi, de l'exemple qu'a donné Laure Becquot, parce qu'évidemment, elle a raison. Il ne s'agit pas de mettre en prison quelqu'un qui outrage verbalement un pompier. Il tape dessus ou s'il frappe, c'est autre chose. Mais là aussi, je suis très surpris de l'exemple qu'elle donne. On ne met pas les gens en prison pour des petits faits. Avant d'arriver en prison, déjà, vous avez tout un parcours délinquentiel qui est quand même généralement particulièrement important. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas non plus en prison comme ça du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un passage de vie, et j'ai envie de dire, ça démarre déjà dans la famille, parce que quelque part, on va demander à la pénitentiaire de travailler et de réussir, surtout là où la famille a échoué, l'école a échoué, les services sociaux ont échoué, les services sociaux judiciaires ont échoué. C'est-à-dire que nous, on arrive au bout de la chaîne pénale et au bout du champ social et sociétal. Donc, après, l'exemple qu'elle prend, ok, d'accord, mais le vrai sujet aussi derrière, c'est quelle politique pénale on veut. Est-ce qu'on veut une politique pénale où on se dit c'est la prison pour tout et pour tous, et en ce cas-là, il nous faut pas 15 000 places de prison, mais il nous en faut 150 000 ? Voilà, et ensuite derrière, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps de la détention? Vous restez avec nous après-midi, on va continuer la discussion. À tout de suite. Précisément pénitentiaire, la difficulté que vous avez à recruter. Combien de prisons en France? 187. Combien de personnel pénitentiaire? Alors, personnel pénitentiaire, on est à 45 000, dont 30 000 personnels de surveillance, avec aujourd'hui 4 000 vacances de poste. Bon, difficulté de recrutement? Difficulté de recrutement, non, parce qu'on remplit quand même les schémas d'emploi. Après, la vraie difficulté, c'est surtout la fidélisation des personnels, c'est-à-dire ne pas avoir de déperdition dans le courant de la formation et surtout dans les premières années d'affectation. Bon, ce qui est certain, c'est que c'est un métier particulièrement difficile. Alors, c'est un métier éprouvant parce que au quotidien, j'imagine que être avec des jeunes gens quand même qui sont extrêmement dangereux, toujours et tout le temps. Vous savez, je vais résumer la situation de manière très très simple et de manière un peu rigolote. Moi, quand j'ai commencé il y a 25 ans, je suis tombé sur un vieux surveillant-chef qui m'a dit, là-haut dans le Nord, avec son accent ch'ti, pour faire le boulot qu'on fait, il faut avoir un sacré pet au casque. Et en fait, finalement, avec le temps, on se dit, ouais, quelque part, il faut quand même être un petit peu particulier, parce que il faut supporter l'enfermement. Déjà, au départ, il faut supporter de vivre à la lumière artificielle de quasiment toute la sainte journée. Ah, oui, mais ça, c'est l'entreprise. C'est une dans entreprise. chaque entreprise, il y a de l'enfermement et il y a de la lumière artificielle. Vous vivez dans un monde où, en fait, il y a de la violence tout le temps. Oui. Vous êtes confronté à des gens qui sont totalement déstructurés socialement, qui n'ont pas les mêmes repères que vous et moi. C'était vrai il y a 25 ans ou pas? C'était vrai il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus, si vous voulez, aujourd'hui, c'est encore plus visible parce que la société, quelque part, a encore plus évolué vers le négatif que vers le positif. Mais oui, ça existait déjà il y a 25 ans, tout ça. C'est toujours intéressant de savoir précisément l'univers de la prison. Combien de personnes dans chaque cellule? Alors, tout dépend où vous allez vous trouver. C'est-à-dire que si vous êtes dans un établissement pour peine, la règle, c'est l'encellulement individuel, c'est-à-dire que les gens qui sont condamnés,
définitivement. Par contre, ceux qui sont en maison d'arrêt en attente de jugement, les prévenus, ou ceux qui vont écoper de courtes peines ou avec des reliquats de peine trop courts pour partir en établissement pour peine, eux vont se retrouver dans des cellules qui font 9 mètres carrés, en étant un peu chanceux, ils seront 3, et s'ils ont vraiment pas de bol, ils seront 4 ou 5 avec des matelas par terre. Dans 9 mètres carrés. Ouais. Ce qui est évidemment indigne. Combien d'heures par jour ? En gros, s'ils restent sans activité, c'est 22 heures sur 24. Mais comment 5 jeunes personnes violentes parfois peuvent cohabiter dans 9 mètres carrés ? C'est tout le savoir-faire et toute la psychologie des personnels pénitentiaires, et c'est en cela que je dis souvent que c'est un métier profondément humain, parce qu'il faut savoir réussir en fait à faire cohabiter ces gens dans 9 mètres carrés où c'est très compliqué. Faut imaginer aussi qu'ils ont une porte devant eux et il n'y a pas la poignée pour ouvrir et fermer la porte. La seule manière d'ouvrir la porte, c'est la clé du surveillant. Donc ça aussi, psychologiquement, c'est particulier. Donc nous, on est là pour essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues. C'est tout ce qu'on nous demande. Et aujourd'hui, la vraie question des personnels pénitentiaires, c'est quels sont le sens de nos missions ? Quand on voit aujourd'hui les conditions dans lesquelles on exerce, effectivement, on se demande tous les matins quel est le sens de notre mission. Il y a beaucoup de questions parce que c'est un univers si particulier. J'entends parfois que les portes sont ouvertes. Ça, c'est dans les maisons de longue peine où on ouvre toutes les portes de telle sorte que les condamnés, les prisonniers puissent avoir une sorte d'accès à la coursive. Ou est-ce que c'est dans les maisons d'arrêt ? Alors dans les maisons d'arrêt, non, c'est régime porte fermée. Ensuite, dans des établissements pour peine, vous avez normalement, le régime doit être fermé, quoi qu'il en soit. La règle, c'est celle-là. Ensuite, dans la pénitentiaire, faut savoir tout de même que quand on a des règles, on ne peut pas les appliquer qu'avec des œillères. Et à un moment donné, le choix qui a été fait par l'administration pénitentiaire dans les établissements pour peine, ça a été d'ouvrir les portes. Petit à petit, on revient là-dessus et on essaye de refermer. Mais une fois qu'on a ouvert, qu'on a donné quelque chose, pour le reprendre, c'est très compliqué. Mais ça veut dire quoi lorsqu'on ouvre la porte ? Ça veut dire que le prisonnier a le droit de sortir ? De sortir de sa cellule et de pouvoir, un peu déambuler dans les coursives et aller voir ses autres co-détenus dans les autres cellules. Et donc là, il est à l'hôtel. On va pas dire ça, on va pas dire que c'est l'hôtel quand même. C'est pas vraiment l'hôtel, le milieu carcéral. Est-ce que le personnel pénitentiaire est armé ? Alors, il est armé sur certaines missions, et notamment les missions extérieures, tout ce qui va être mission d'extraction judiciaire, extraction médicale, ou par exemple nos équipes régionales d'intervention et de sécurité. Par contre, à l'intérieur de la détention, ils ne possèdent pas d'armes. La seule arme qu'ils aient, c'est leur courage. Voilà. Vous êtes donc dans ces établissements depuis combien de temps ? Depuis 99, moi je connais la pénitentiaire. Donc ça fait 26 ans. Vous avez une formation particulière parce que vous avez, je crois, une licence d'histoire. Oui, j'ai pas une formation. Voilà, j'ai rien de prédestiné à rentrer dans cette administration, mais c'est une administration où une fois qu'on y est, si on s'en donne la peine, on peut faire une belle carrière. Ouais. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes arrivé au bas de l'échelle et puis que vous êtes aujourd'hui commandant, donc il y a aussi possibilité d'évolution et c'est ça que je peux retenir. Mais vous êtes resté 25 ans, mais est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui partent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce qu'il y a des chiffres là-dessus? On n'a pas de chiffres exacts, nous, au niveau des organisations syndicales. Tout ce qu'on peut voir passer, c'est notamment les demandes de ce qu'on appelle, nous, les demandes de détachement ou les demandes de mise à disposition. C'est-à-dire des gens qui vont soit partir vers d'autres administrations en détachement ou soit une mise à disposition pour aller exercer dans le privé ou monter leur propre entreprise. Et aujourd'hui, on sent une volonté de l'administration pénitentiaire de verrouiller tout ce système-là pour éviter justement d'avoir une trop grande déperdition. Wilfried Fonck, il est secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Il est avec nous pour évoquer l'actualité judiciaire et puis également on l'écoute. Moi, je trouve ça passionnant de vous écouter sur le fonctionnement de votre métier, comment fonctionne une prison. On est d'accord que vous n'avez toujours surveillé que des hommes. Les hommes surveillent les hommes et ce sont des surveillants femmes qui surveillent des femmes. Alors, les hommes surveillent des hommes et on a aussi des surveillantes qui travaillent en milieu homme. Mmh. Par contre, pour les détenues femmes, ce sont effectivement des surveillantes avec parfois peut-être des responsables de quartier, c'est-à-dire des officiers, qui peuvent être des hommes, mais c'est très rare. Et sur les 183 prisons, il n'y a pas des prisons mixtes. Non, il n'y a pas de prison mixte. La mixité n'existe pas en prison. Donc il y a des prisons de femmes. Il y a combien de prisons de femmes ? Alors là, je pourrais plus vous dire de mémoire, mais c'est très limité. C'est-à-dire qu'on a plus souvent des quartiers à l'intérieur de certains établissements. Le gros établissement pour femmes, c'est surtout la maison d'arrêt de Rennes, en fait, où on a là effectivement une maison exclusivement réservée pour femmes. C'est plus facile quand même pour un surveillant. C'est plus facile, pas forcément.
Non, pas forcément. Parfois, on se plaint beaucoup de la violence en milieu masculin, mais je vous garantis qu'en milieu femme, quand ça part, ça part. Et ça part fort. Bon, écoutez, c'était passionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Et on a moi, en tout cas, ça m'intéressait d'écouter évidemment ce travail qui est méconnu, qui est essentiel. Il y a peut-être je sais qu'on a un supporter du Paris Saint-Germain qui est de la pénitentiaire, qui nous appelle régulièrement. Julien. Voilà, Julien, qui est, je ne sais pas, vous le connaissez peut-être. Non, enfin d'ailleurs. peut-être, mais Comme ça, c'est dur. Oui. Et il nous appelle régulièrement. Il est très sympa d'ailleurs, Julien. Mais c'est un métier essentiel qui n'est pas forcément valorisé, un pet au casque, disait cet ancien, pour vouloir faire ce métier, mais en même temps il y a quelque chose d'humain et j'imagine qu'il y a une passion aussi à vivre intensément, et ce rapport-là, j'aurais aimé encore prolonger sans doute la discussion en vous demandant les rencontres que vous avez faites. J'imagine qu'il y a aussi des rencontres qui vous ont marqué et des gens où vous vous êtes dit pourquoi est-ce qu'il est là ? Pourquoi est-ce qu'il est là ? c'est vrai qu'on a un panel aussi, à la fois en termes de collègues, déjà, on a quand même un panel de collègues qui est très très large, et c'est vrai qu'aussi, il faut garder en tête que quand on est personnel de surveillance, notamment, on est aussi au contact des détenus, c'est-à-dire qu'entre guillemets, on Bien vit sûr. avec eux. Mais c'est pour ça que je dis Donc ça. il y a aussi Il y a des amitiés, relations peut-être, qui se sont nouées. interpersonnelles Bien qui sûr. parfois peuvent se mettre en place, et ouais, on rencontre aussi parfois moi je me souviens d'un détenu notamment qui était en fin de peine, et qui appartenait à ce qu'on appelait à l'époque le gang des postiches, donc voilà. Et c'est vrai que quand on prend le temps parfois de discuter avec certains d'entre eux, on se rend compte qu'ils ont aussi parfois des parcours de vie assez particuliers. Ouais. Il est 12h12. Merci beaucoup, Wilfried Fonck, secrétaire national, je le rappelle, du syndicat pénitentiaire UFAP UNSA. C'était passionnant et il faut que vous veniez nous... ce serait bien qu'on fasse